cause de leur différenciation, c'est ce qu'on appelle les blastes. Donc, la leucémie aiguë, donc c'est ça. Donc, si vous avez fait l'hématopoïèse, donc, vous avez vu, donc, il y a à partir de la cellule souche, il y a de la différenciation de différentes lignées, il y a de la maturation pour aboucémie aiguë. Donc, il va y avoir une prolifération donc, de cellules immatures. Donc, il va y avoir un blocage donné, donc la lignée myéloïdaire, la lignée donc, granuleuse ou bien la lignée érythroblastique. Donc, il va y avoir un blocage de maturation, donc à un stade qui est très précoce de leur différenciation. C'est ce qu'on appelle les blastes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un envahissement progressif de la moelle osseuse. Par la suite, ça va passer dans le sang périphérique. Après, ça va atteindre donc les organes hématopoïétiques comme les ganglions et la rate, et éventuellement d'autres organes non hématopoïétiques comme les méninges et la. Donc, il s'agit d'une affection qui est rare. On distingue deux types de leucémie aiguë. Donc, la leucémie aiguë myéloblastique et la leucémie aiguë lymphoblastique. Nous avons deux types. Le diagnostic et le pronostic reposent sur l'examen morphologique des blastes, du sang et de la moelle osseuse, l'immunophénotypage et l'étude cytogénétique et moléculaire. Donc, tout ça va nous permettre de classer la leucémie aiguë. Quel type et quel est le pronostic? Le traitement, bien sûr, repose sur la chimiothérapie et la greffe de cellules souches hématopoïétiques quand c'est possible. Donc, sur le plan physiopathologique, je vous ai dit tout à l'heure qu'il va y avoir une lésion initiale de la maladie qui se produit dans un précurseur hématopoïétique indéterminé. D'accord? Donc, voici donc, notre schéma d'hématopoïèse. Donc, vous avez la cellule souche. Par la suite, les progéniteurs. C'est là, donc, on peut avoir le problème. Donc, le problème peut se poser ici, au niveau des progéniteurs, comme ça peut toucher un peu plus bas, donc c'est-à-dire au niveau des précurseurs. Donc, ça peut toucher, voilà, donc la lignée myéloblastique. Donc, quand c'est une leucémie aiguë myéloblastique, il va y avoir un blocage ici, donc au stade de myéloblaste. Quand c'est une leucémie aiguë myéloblastique de type monoblastique, ou bien, donc il va y avoir ici le blocage. Dans la leucémie, dans l'érythroleucémie, donc le blocage va se faire ici, et dans la leucémie aiguë mégakaryocytaire peut se faire ici. Et quand c'est une leucémie aiguë, la lymphopoïèse, donc la lignée lymphoïde, donc il va y avoir un blocage ici, à un stade très précoce au niveau des progéniteurs. Donc il va y avoir un blocage de la maturation, il va y avoir une accumulation de cellules immatures. D'accord? Donc c'est ça sur le plan physiopathologique. Et tout ça est dû à quoi? Vous allez me dire pourquoi il va y avoir un blocage de la maturation. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des mutations somatiques qui surviennent sur un ou plusieurs gènes de la régulation de la prolifération et de la différenciation, parce qu'on a des gènes qui sont responsables de la régulation de l'hématopoïèse. Donc, il va y avoir des mutations de ces gènes, ce qui va aboutir à une prolifération qui est dérégulée d'un clone cellulaire qui sera bloqué à un stade donné de sa différenciation. Donc, le problème va se poser ici. Donc, au niveau des progéniteurs ou bien au niveau des précurseurs. Donc, il va y avoir un blocage ici de cellules immatures. Donc, il ne va pas y avoir une prolifération, une différenciation, une maturation pour aboutir à ces éléments matures. Donc, il va y avoir donc un blocage et ça touche une lignée. D'accord?
Donc, c'est ça. Ça peut toucher la lignée lymphoïde ou bien la lignée myéloïde. La prolifération de ces cellules blastiques, elle se fait principalement dans la moelle osseuse. D'accord? Cette infiltration, donc, elle va par la suite passer au niveau du sang périphérique. Donc, de la moelle, ça passe au niveau du sang périphérique. Par la suite, vers les ganglions, ça peut toucher les ganglions. Et bien sûr, ça peut même toucher les organes non hématopoïétiques, tels que le système nerveux central, la peau. D'accord? Donc, cette prolifération plastique, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, il va y avoir un étouffement au niveau de la moelle osseuse. Au lieu que la moelle, elle fait son travail correctement, elle va être inhibée. Donc, il va y avoir une inhibition de cette hématopoïèse normale. Qu'est-ce qui va en résulter par la suite? C'est une insuffisance médulaire quantitative et qualitative. Et c'est ce qui va donner les symptômes majeurs de la maladie. C'est quoi les symptômes majeurs? C'est les signes d'insuffisance sanguine. Quand la moelle, elle ne peut pas assurer son travail correctement. Donc, ça retentit sur l'érythropoèse et ça donne une anémie. Ça retentit sur la granulopoèse et ça donne une neutropénie qui est responsable d'une infection. Ça retentit sur la lignée mégacariocytaire, donc il ne va pas y avoir une fabrication donc, de plaquettes qui assurent l'hémostase, et c'est ce qui va donner l'hémorragie. D'accord? Donc, si vous comprenez le mécanisme, donc vous avez une prolifération de cellules blastiques immatures au niveau de la moelle, ça étouffe la moelle, donc ça donne des signes d'insuffisance sanguine, qui est l'anémie, l'infection et l'hémorragie. La prolifération, quand elle passe au niveau des ganglions, au niveau de la rate, au niveau du foie, ça donne le syndrome tumoral. Donc, les adénopathies, la splénomégalie, l'hépatomégalie, d'accord? Donc, c'est ça le mécanisme. Donc, si vous comprenez la physiopathologie, par la suite, la clinique, elle est facile. Vous avez des signes d'insuffisance sanguine qui sont en rapport avec la prolifération au niveau de la moelle de cellules blastiques et l'inhibition de l'hématopoïèse normale. Le syndrome tumoral périphérique est en rapport avec l'infiltration des organes hématopoïétiques et non hématopoïétiques. D'accord? Donc, est-ce que vous avez des questions jusque-là sur le plan physiopathologique? Vous n'avez pas de questions? Non, madame. OK. Donc, pour les facteurs étiologiques, donc, on peut avoir des facteurs qui peuvent provoquer ou bien favoriser la maladie, comme on peut ne pas avoir du tout de facteurs étiologiques chez les patients. D'accord? Mais il faut connaître quels sont les facteurs étiologiques donc, qui influencent sur l'apparition de la maladie. Par exemple, il y a des facteurs génétiques, comme les anomalies chromosomiques constitutionnelles, les trisomies 21, qui sont susceptibles, donc ils peuvent présenter au cours de leur évolution, peuvent présenter des leucémies aiguës. D'accord? C'est un facteur favorisant. La maladie de Fanconi, la même chose. Les déficits immunitaires constitutionnels, la même chose, comme l'ataxie et la télangiectasie. La maladie de Fanconi, c'est une aplasie médulaire qui est congénitale. D'accord? Elle est congénitale. L'exposition aux radiations ionisantes, ça favorise aussi. L'exposition aux toxiques tels que les hydrocarbures benzéniques. Les facteurs viraux comme l'infection au HTLV1 et le B. D'autres facteurs étiologiques comme la chimiothérapie anticancéreuse. Elle est responsable de 10% des leucémies aiguës myéloïdes secondaires. Parce qu'on peut avoir des leucémies aiguës de novo et on peut avoir des leucémies aiguës qui sont secondaires à quelque chose. Par exemple, les malades cancéreux qui sont traités pour néo du sein ou bien pour autre néoplasie, ils peuvent développer des années après des leucémies aiguës. Pas forcément, mais c'est un facteur qui est favorisant. La transformation des syndromes myéloprolifératifs chroniques, comme la leucémie myéloïde chronique, comme la maladie de Vaquez, la splénomégalie myéloïde, la thrombocytémie essentielle, tout
tous ces syndromes myéloprolifératifs peuvent se transformer en leucémie aiguë. On peut avoir la transformation de syndrome myélodysplasique. Donc, ils peuvent évoluer vers la leucémie aiguë. Sur le plan clinique, donc on arrive à la clinique, donc c'est facile. Si vous avez compris le mécanisme, donc vous avez deux conséquences. Pardon? Vous avez une question? Donc, je reprends. Donc, sur le plan physiopathologique, donc, on sait très bien que cette prolifération, elle a deux conséquences. C'est ça la clinique. Les signes d'insuffisance médulaire sont en rapport. Il faut désactiver votre micro et sauf si vous avez une question. OK? Est-ce que c'est clair? Donc, les conséquences de la maladie sont l'insuffisance médulaire qui est en rapport avec l'étouffement et l'inhibition de l'hématopoïèse normale et la prolifération des blastes dans les organes hématopoïétiques. C'est ça les deux conséquences. La prolifération des blastes dans les organes hématopoïétiques et l'insuffisance médulaire. De ce fait, les circonstances de découverte sont variables. On peut avoir une découverte fortuite. On a eu des malades en consultation chez qui on est tombé sur une leucémie aiguë suite à un bilan de routine, donc une simple fatigue, donc ou bien un bilan entrant dans le cadre d'une visite médicale de médecine de travail, il tombe sur une thrombopénie et par la suite, on peut tomber sur leucémie aiguë. Donc la découverte peut être soit fortuite, ou bien ça peut aller jusqu'à le tableau complet de la leucémie aiguë, avec des signes d'insuffisance sanguine et un syndrome tumoral. Oui. Quelle est la différence entre l'aplasie médulaire et l'insuffisance médulaire? Est-ce que c'est la même chose ou... Donc, l'aplasie médulaire ou bien l'insuffisance médulaire, c'est la même chose. Sauf que l'étiologie, elle est différente. Une aplasie médulaire, elle peut être idiopathique, c'est-à-dire c'est une maladie, donc elle est idiopathique, donc il y a une insuffisance de production médulaire, donc elle peut être idiopathique ou bien secondaire à des étiologies, et l'insuffisance médulaire, c'est la même chose, donc l'insuffisance médulaire, c'est des signes, donc c'est un retentissement d'un problème qui va se dérouler au niveau de la moelle, d'accord, qui va donner donc cette aplasie médulaire. Donc si on parle de signes d'insuffisance sanguine, on peut avoir des signes d'insuffisance sanguine donc qui sont dus à plusieurs étiologies. Mais dans le cadre de la leucémie aiguë, c'est en rapport avec une prolifération maligne. D'accord? Donc, ça va donner des signes d'insuffisance sanguine. On peut avoir des signes d'insuffisance sanguine. Qu'est-ce que ça veut dire insuffisance sanguine? C'est l'anémie, c'est le syndrome anémique, c'est le syndrome hémorragique et c'est le syndrome infectieux. D'accord? Donc, ces signes d'insuffisance sanguine, ils peuvent avoir des mécanismes multiples. Dans l'aplasie médulaire, c'est un cours à part. On peut avoir une aplasie médulaire qui est post-chimiothérapie. D'accord? Quand on met de la chimiothérapie, on va détruire tout au niveau de la moelle. On va avoir des signes d'insuffisance médulaire. C'est une aplasie médulaire. D'accord? On peut avoir une aplasie médulaire qui est idiopathique ou bien congénitale. C'est un arrêt
c'est un arrêt de la production de la moelle. C'est pas la même chose comme dans la leucémie aiguë. La leucémie aiguë, c'est une prolifération de cellules malignes au niveau de la moelle qui vont inhiber l'hématopoïèse. D'accord? Donc, à peu près, c'est la même chose, l'aplasie ou bien l'insuffisance médulaire. Mais le mécanisme, il est différent dans plusieurs étiologies, dans plusieurs maladies. D'accord? D'accord, merci. Donc, les signes liés à l'insuffisance médulaire, donc, ils sont dus à l'insuffisance de production des lignées sanguines normales. C'est ce qu'on était en train de dire. Donc, la moelle, elle est infiltrée par les cellules leucémiques, c'est les cellules blastiques. Donc, il va y avoir une insuffisance de production des lignées sanguines normales qui sont la lignée érythroblastique. Quand elle est inhibée, ça va donner le syndrome anémique, donc qui est présent dans 90 à 95% des cas au diagnostic. Il se manifeste par des signes fonctionnels comme l'asthénie, la dyspnée d'effort, le vertige, les céphalées, les bourdonnements d'oreilles, les palpitations. Là, quand l'anémie, elle est mal tolérée. C'est ce qu'on appelle des signes d'intolérance. D'accord? L'anémie, elle est de sévérité variable. Donc, elle est de sévérité variable. Elle s'installe rapidement. Donc, quand elle est installée rapidement, ça donne des signes d'intolérance. D'accord? Elle est normocytaire, normochrome, elle est arogénérative. Quand on parle d'une anémie arogénérative, c'est-à-dire que le problème, il est central. Il est au niveau de la moelle. D'accord? C'est pour cette raison que devant toute anémie, on demande un taux de réticulocyte. Si le taux de réticulocyte est inférieur à 120 000, c'est une anémie qui est arogénérative, c'est-à-dire que le problème se pose au niveau de la moelle. Quand c'est régénérative supérieure à 120 000, là, c'est une cause qui est périphérique, ce n'est pas au niveau de la moelle. Deuxièmement, on peut avoir le syndrome infectieux. Le syndrome infectieux, il n'est pas constant. Ça ne veut pas dire que le malade il a une neutropénie, il fait une infection obligatoirement. D'accord? Mais l'essentiel, dans la leucémie aiguë, nous avons une neutropénie qui est constante. Donc, le syndrome infectieux, quand il est présent, il est en rapport avec cette neutropénie parce que le corps, là, il ne peut pas, donc il est sensible, il est immunodéprimé, donc il ne peut pas agir contre les infections. Donc, en général, c'est des infections de la sphère ORL, des infections et de voies aériennes qui sont à répétition et qui sont traînantes. Le plus souvent, c'est des angines ulcéronnécrotiques, des stomatites herpétiques ou bien candidotiques. Donc, pourquoi on parle d'angine ulcéronécrotique? Donc, dans la leucémie aiguë, quand nous avons une neutropénie, il ne va pas y avoir une constitution de pus. D'accord? On va avoir des ulcérations et de la nécrose. C'est un signe qui est pathognomonique de la neutropénie. D'accord? Donc, il peut s'agir parfois d'emblée d'infections graves avec septicémie à germe grave négatif ou bien positif. Donc, tout dépend. On peut avoir un malade qui a une neutropénie, il est asymptomatique, il ne fait aucune infection. Et on peut avoir d'autres malades qui peuvent se présenter avec des infections plus sévères. Donc, le syndrome hémorragique, le troisième signe d'insuffisance sensible, il est en rapport avec la thrombopénie. Quand on a une thrombopénie, donc il y a un risque hémorragique. Et surtout quand le taux de plaquettes est inférieur à 50 000. Ça, c'est important pour vous. Donc, quand le taux de plaquettes est inférieur à 50 000, là, c'est un risque d'hémorragie qui est spontané. Quand c'est inférieur à 20 000, là, c'est très sévère. OK? L'essentiel, la thrombopénie, c'est inférieur à 140 000 ou bien 150 000. Là, il y a un risque hémorragique quand le taux de plaquettes est inférieur à 50 000. D'accord? On peut avoir des thrombopénies modérées et le malade ne présente aucun syndrome hémorragique. Mais quand c'est inférieur à
50 000, là, il y a un risque. Et quand c'est inférieur à 20 000, le risque, il est plus important. Il y a risque d'hémorragie sévère viscérale, par exemple, l'hémorragie cérébrale. Donc, le syndrome hémorragique se manifeste par un purpura pétéchial ou bien échymotique, des hémorragies muqueuses, comme les gingivorragies, c'est un saignement de la gencive, des bulles hémorragiques endobuccales, épistaxis ou bien hématurie. On peut avoir des hémorragies viscérales et on peut avoir des hémorragies rétiniennes dans les thrombopénies sévères qui peuvent se compliquer d'hémorragie cérébro-méningique. Quand on a les bulles endobuccales et quand on a l'hémorragie rétinienne, on craint toujours l'hémorragie cérébro-méningique parce qu'on sait très très bien que le taux de plaquettes il est inférieur à 20. D'accord? Donc ça c'est important. Là c'est une image d'hémorragie rétinienne. Là c'est une hémorragie cérébrale. D'accord? Donc ça c'était les signes d'insuffisance sanguine. Donc dans la leucémie aiguë, donc on va avoir des signes d'insuffisance sanguine associés ou non à un syndrome tumoral périphérique. Ça ne veut pas dire que si le malade il n'a pas de syndrome tumoral périphérique, que ce n'est pas une leucémie aiguë. D'accord? Ça, c'est faux. On peut avoir l'association des signes d'insuffisance sanguine avec le syndrome tumoral, comme on peut avoir que les signes d'insuffisance sanguine, sans qu'il y ait le syndrome tumoral. D'accord? Ça, c'est important. Donc, le syndrome tumoral, il correspond à l'infiltration des organes hématopoïétiques par les blastes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand il y a un passage des blastes au niveau des ganglions, ça donne des adénopathies. Quand ça passe au niveau de la rate ou bien au niveau du foie, on va avoir la splénomégalie et l'hépatomégalie. Et quand ça passe dans d'autres organes non hématopoïétiques, par exemple le système nerveux central ou bien la peau ou bien d'autres organes comme les testicules, etc., on va avoir des localisations secondaires. Son importance, elle est variable en fonction du type de la leucémie aiguë. D'accord? Le syndrome tumoral périphérique, il est important, il est plus fréquent dans le type lymphoblastique, dans la leucémie aiguë lymphoblastique, il est plus fréquent. D'accord? Les adénopathies siégent dans tous les territoires ganglionnaires, périphériques et profonds. Tout dépend. On peut avoir des ganglions périphériques atteints ou bien en profond. Elles sont de petite taille, le plus souvent, et elles se voient essentiellement dans les LAL. La splénomégalie, elle se voit dans pratiquement 70% des cas de LAL et 30% des LAM. L'hépatomégalie, elle peut s'accompagner de perturbations biologiques, c'est sûr. Quand il y a une atteinte hépatique, il va y avoir une cholestase et de la cytolyse. Il peut y avoir même des signes d'insuffisance hépatocellulaire. D'accord? L'atteinte d'autres viscères, atteinte viscérale, donc d'autres organes non hématopoïétiques, par exemple le système nerveux central. Il s'agit le plus souvent d'une atteinte méningique. Donc, plus souvent, c'est une méningite leucémique. D'accord? Elle se manifeste essentiellement par une atteinte des paires crâniennes sur le plan clinique, l'anesthésie de la houppe du menton. Donc, on va avoir une paresthésie du menton. Ça veut dire je ne sens rien du tout au niveau, ou bien des fourmillements au niveau du menton. Ça, c'est un signe évocateur d'une atteinte méningique. Elle est le plus souvent asymptomatique, donc l'atteinte méningée, parfois. Elle est mise en évidence par l'étude cytologique du LCR. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire une fonction lombaire, on va étaler, on va faire le comptage d'abord, et on va étaler et on va rechercher l'infiltration blastique du liquide céphalorachidien. Le plus souvent, elle se voit dans les rechutes. Dans le diagnostic, elle est rare. Mais la plupart des cas, c'est au cours des rechutes. Quand c'est malade, ils sont quand la maladie réapparaît chez eux, après traitement. L'atteinte des testicules, elle se manifeste par un testicule augmenté de volume, dur et indolore. Donc, on cherche systématiquement l'atteinte testiculaire.
L'atteinte cutanée, c'est des lésions typiques, c'est ce qu'on appelle les leucémies. Elles sont faites de papules infiltrées, violacées, non proliférantes. Voilà quelques images. Là, c'est une atteinte cutanée. Là, c'est une atteinte ophtalmique. C'est ce qu'on appelle le chlorome. L'atteinte osseuse, on peut avoir des douleurs osseuses, rarement des lésions liquides. Quand le malade vous rapporte des douleurs osseuses, ça veut dire ça fait partie du syndrome tumoral. Donc, les douleurs osseuses dans la leucémie aiguë, ça fait partie du syndrome tumoral. Ça, c'est important. Vous pouvez avoir des malades en consultation à faire un hémogramme, d'accord? Parce que ça peut être en rapport avec une leucémie aiguë. Donc, l'hypertrophie gingivale, ça fait partie du syndrome tumoral. C'est une localisation, d'accord? Elle est localisée ou diffuse. Elle est plus fréquente dans les leucémies aiguës myéloïdes de type M4 et M5. Voilà, c'est comme ça. Vous allez recevoir des... Parfois c'est comme ça, parfois c'est moins. D'accord? L'essentiel, c'est une hypertrophie gingivale. Ce n'est pas la gingivite, c'est différent. Une hypertrophie gingivale, donc ça peut couvrir les dents. D'accord? C'est ce qu'on appelle hypertrophie gingivale. D'autres localisations bucco-dentaires. Voilà, d'autres images. Voilà, ça c'est une hypertrophie gingivale à l'intérieur. D'accord? Là c'est aussi. Là c'est la même chose. D'accord? Vous pouvez avoir d'autres localisations, donc d'autres signes bucco-dentaires. L'érythème, les gingivites. C'est un facteur prédisposant. Bon, parmi les facteurs prédisposants, pardon, ça c'est le tartre et la plaque dentaire. Donc vous connaissez très bien, donc mieux que moi, que la gingivite, elle est fréquente quand on a du tartre et des plaques dentaires. La pâleur gingivale. La pâleur gingivale, comme celle-là, ça évoque une anémie. D'accord? Quand c'est très pâle comme ça. Vous pensez à une anémie. Là, c'est la gingivite ulcéronécrotique et d'autres ulcérations. D'accord? Vous pouvez avoir comme ça des malades en consultation. Donc, il faut penser à demander un hémogramme, s'il vous plaît. D'accord? Ça, c'est des lésions, c'est des ulcérations endobuccales qui peuvent être soit en rapport avec une infection fongique, le plus souvent. D'accord? Vous pouvez avoir des malades qui consultent comme ça pour des lésions ulcérées, fongiques. Là, il faut penser à demander un hémogramme, surtout quand c'est des ulcérations traînantes qui ne répondent pas au traitement. D'accord? Il faut demander un hémogramme pour voir est-ce qu'il y a une neutropénie ou bien une lymphopénie. D'accord? Les gingivorragies spontanées, on peut avoir des gingivorragies spontanées. Donc, vous pouvez avoir en consultation des malades qui consultent pour saignement, les pétéchies endobuccales ou bien des lésions buccales. Donc, il ne faut pas hésiter à demander un hémogramme à la recherche d'une thrombopénie quand c'est des hémorragies comme ça. D'accord? Ça, c'est des gingivorragies. Des hémorragies post-opératoires. Donc, vous pouvez faire des extractions dentaires et le malade saigne d'une manière qui est anormale. Le saignement ne s'arrête pas. Là, il faut penser à faire un hémogramme rapidement. D'accord? Et ça, c'est très, très important. Vous pouvez avoir des malades qui sont pour des douleurs au niveau des dents, donc des odontologies. Et vous pouvez avoir des malades qui se présentent pour sarcome granulocutaire. C'est une localisation. Ça. D'accord? On a eu des LAM, surtout dans le cadre d'une rechute, qui se présentent avec des sarcomes, des localisations endobuccales, comme ça. D'accord? Bourgeonnantes à l'intérieur de la bouche, donc endobuccale. Et quand ils ont fait de la biopsie chez eux, ils ont trouvé que c'est un sarcome granulocutaire, donc c'est une localisation de la leucémie aiguë myéloblastique. D'accord? Donc ça, c'était les manifestations bucco-dentaires qui vous intéressent et qui vous fait penser
à demander un hémogramme ou bien pour se font suspecter qu'il y a un problème hématologique. D'accord? Quelles sont les complications dans la leucémie aiguë? Donc, les complications sont multiples là, dans la leucémie aiguë. Donc, il faut savoir que le diagnostic et la prise en charge thérapeutique de la leucémie doivent être en urgence. C'est une véritable urgence thérapeutique et diagnostique. D'accord? Parce qu'elles peuvent entraîner le décès du patient en quelques heures si on n'intervient pas par différentes complications. La première complication qu'on peut avoir, c'est la CIVD, la coagulation intravasculaire disséminée. C'est une hyperconsommation des facteurs de la coagulation et des plaquettes. C'est ce qui va donner des microthrombus et de l'hémorragie en même temps. Elle est évoquée devant le caractère extensif des hémorragies. Elle peut être présente au diagnostic, comme dans les leucémies aiguës promyélocitaires, la LA1-3, ou bien dans les leucémies aiguës hyperleucocytaires, quand on a un taux de globules blancs supérieur à 50. Là, il y a un risque de CIVD. Ou bien elle peut survenir lors de la mise en route d'une chimiothérapie. Quand on commence la chimiothérapie, on risque d'avoir une CIVD. Le diagnostic biologique de la CIVD, c'est une thrombopénie, hypofibrinogénémie, NTP qui est bas, avec augmentation de débit nerf, avec présence de produits de dégradation de la CIVD. C'est comme ça qu'on fait le diagnostic de la CIVD. La leucostase, deuxième complication, elle est fréquente dans les formes hyperleucocytaires des leucémies. Elle est liée à l'accumulation de glace dans les poumons et le système nerveux central. Donc, on peut avoir une leucostase pulmonaire ou bien au niveau cérébral. Donc, il va y avoir des microthrombus au niveau de la microcirculation. Donc, il est dû à l'accumulation de glace dans cette microcirculation et ça donne une hypoperfusion tissulaire et c'est ce qui va donner par la suite des signes d'hypoxie au niveau pulmonaire avec risque de détresse respiratoire. Et puis quand ça touche le cerveau, ça donne des troubles de la conscience, voire même coma ou convulsion. Le syndrome de Lise tumorale, il est dû au relargage dans la circulation de débris cellulaires et leur métabolisme. C'est ça. Ça peut être une complication spontanée comme elle peut être aggravée par la chimiothérapie. D'accord? Donc, quand on a une forte masse tumorale, une hyperleucocytose majeure, là, il y a un risque de développer un syndrome de Lise tumorale. C'est quoi le syndrome de Lise tumorale? Il associe une hyperuricémie, une insuffisance médulaire et, une insuffisance rénale aiguë par précipitation intratubulaire, d'acide urique, une acidose métabolique et une hypercalémie. Donc, c'est ça le syndrome de Lise tumorale. Donc, il va y avoir une lise des cellules blastiques qui vont se précipiter au niveau tubulaire rénal et ça va donner donc une hyperuricémie, acidose métabolique et une hypercalémie. Donc, il est fréquent dans les fortes masses tumorales, il est aggravé par la chimiothérapie. D'accord? Donc, ça, c'était pour les complications de la maladie. Donc, sur le plan biologique, comment on va faire le diagnostic d'une leucémie aiguë? Donc, sur le plan biologique, donc la première des choses, quand on suspecte donc une leucémie ou bien quand on a un patient qui consulte pour des signes d'insuffisance sanguine ou bien associé ou non à un syndrome tumoral. La première des choses, on demande un hémogramme. D'accord? Donc, il représente l'examen d'orientation majeure du diagnostic. Il est toujours anormal. D'accord? L'anémie, elle est presque constante, parfois sévère, normocytaire, parfois modérément macrocytaire, normochrome, arogénérative. D'accord? La thrombopénie, elle est très fréquente, parfois sévère, inférieure à 20 000. Le taux de globules blancs, il est variable. On peut avoir une leucopénie
comme on peut avoir une hyperleucocytose majeure plus de 100 000. C'est quoi cette hyperleucocytose? Ce n'est pas les globules blancs normaux, c'est les cellules blastiques. D'accord? Donc ça, c'est les cellules blastiques. Quand on a une hyperleucocytose majeure dans la leucémie aiguë, c'est les blastes. Le taux de globules blancs peut être normal, mais ce qui est important, c'est la neutropénie. On peut avoir un taux de globules blancs normal, mais avec une neutropénie. Ça, c'est constant dans la leucémie aiguë. D'accord? Quand on a des perturbations à l'hémogramme, on demande toujours le frottis sanguin. D'accord? Donc, s'il y a une hyperleucocytose, donc on va confirmer ça sur le frottis sanguin. Est-ce que c'est des globules blancs normaux? Est-ce que c'est une infiltration par des cellules tumorales blastiques? Donc, le frottis sanguin, il complète l'hémogramme, il est systématique. Donc, il va mettre en évidence les cellules blastiques, comme on peut ne pas avoir des cellules blastiques au frottis sanguin. D'accord? L'essentiel, quand vous avez des blastes, là, vous êtes sûr que c'est une leucémie aiguë. Et si vous n'avez pas de blastes, vous ne pouvez pas vous arrêter là. Donc, on doit compléter l'exploration par la demande d'un examen qui est plus important, c'est le médulogramme. D'accord? Donc, si on trouve des blastes au frottis sanguin, donc on va réaliser l'étude morphologique. Et donc, nous avons un aspect typique des cellules blastiques, c'est des cellules jeunes à chromatine fine, parfois nucléolées, cytoplasme basophile contenant ou pas de granulation. Ça c'est l'aspect cytologique des blastes. Qu'est-ce qui se passe? Les autres ne sont pas intéressés par le cours. Ça ne leur intéresse pas. Bon, on poursuit. Donc, après le frottis sanguin, c'est le frottis médulaire. Donc, c'est le myélogramme, ce qu'on appelle médulogramme. Donc, le diagnostic est fortement orienté par l'hémogramme et le frottis sanguin, mais il est confirmé par le myélogramme. Ça, c'est très important. Donc, on suspecte une leucémie aiguë à l'hémogramme et au frottis sanguin, mais on confirme le diagnostic par le myélogramme, ou bien ce qu'on appelle le médulogramme. D'accord? Il est indispensable au diagnostic. Donc, il va mettre en évidence les cellules blastiques. Donc, il est réalisé préférentiellement au niveau de... Donc, c'est une fonction qui va être réalisée au niveau de la crête iliaque, antérieure ou bien postérieure, ou bien au niveau sternal. Mais chez l'enfant, il est contre-indiqué au niveau du sternum. Donc, il nous permet de réaliser l'examen cytologique et de faire d'autres compléments, d'autres examens qui sont plus spécialisés. Voilà, c'est comme ça qu'on fait une fonction de moelle. Ça, c'est sternal. Ça, c'est le trocar, mais actuellement, on utilise des trocars jetables. Ça, c'est l'étalement. On va retirer, donc on va aspirer avec la seringue du suc médulaire et on l'étale au niveau des lames et qu'on colore au MGG et on lit en microscope. D'accord? Donc, il va nous permettre de réaliser l'aspect morphologique des cellules blastiques. D'accord? Et il va montrer qu'il y a une diminution des cellules normales, comme les érythroblastes, les cellules granuleuses et les cellules mégacaryocytes. Donc, il va vous montrer l'infiltration plus de 20% de cellules blastiques. Ça confirme la leucémie aiguë avec la diminution des autres lignées normales. D'accord? Ça, c'est un myélogramme qui est normal. D'accord? C'est les granuleux, ça. Ça, c'est un lymphocyte. D'accord? Là, c'est des blastes. Par contre, c'est ce qu'on voit au microscope aussi. D'accord? Donc, selon les critères morphologiques, on va classer en deux sous-types. Leucémie aiguë lymphoblastique et leucémie aiguë myéloblastique. Ça, c'est très spécialisé. Ça, c'est pas pour vous. L'essentiel, il faut savoir que sur le plan cytologique, parfois, on peut mettre en évidence, on peut faire la différence entre lymphoblastique
immunoblastique. Et parfois, on doit avoir recours à l'immunomarquage. L'immunomarquage, c'est un examen qui va nous permettre de confirmer la leucémie aiguë de quel type, surtout quand on a des difficultés. D'accord? Et quand c'est une leucémie aiguë lymphoblastique, il va nous dire est-ce que c'est une leucémie aiguë lymphoblastique de type B ou bien de type C. D'accord? Ça, c'est spécialisé pour vous. L'essentiel, il faut savoir que le diagnostic de la leucémie aiguë est confirmé par une infiltration blastique plus de 20% au niveau de la moelle. On peut avoir des leucémies aiguës lymphoblastiques ou bien myéloblastiques quand ça touche la lignée myéloïde et là quand ça touche la lignée lymphoïde. D'accord? Donc, on a plusieurs types de LAM. D'accord? Et on a, ça, c'est quand on voit un bâtonnet comme ça, rouge au niveau du cytoplasme, on est sûr que c'est une LAM. C'est ce qu'on appelle le bâtonnet d'Auer. D'accord? Voilà, la même chose. Là, c'est plusieurs bâtonnets. C'est le type LAM3. Quand on a des bâtonnets d'Auer en phago, plusieurs dans la même cellule. C'est un blocage au stade de promyélose. Là, c'est myéloblastique avec un bâtonnet. Là, c'est monoblastique quand ça touche la lignée monocytaire. Là, c'est quand ça touche la lignée érythroblastique. C'est ce qu'on appelle l'érythroleucémie, LAM6. Donc, une prolifération importante d'érythro avec une blastose. C'est la LAM6. Ça, c'est la mégacardioblastie, LAM7. D'accord? Ça, c'est spécialisé pour vous. Pour les LAL, vous avez 3 types. LAL 1, 2 et 3. D'accord? Voilà. Ça, c'est le type 3, LAL 3. C'est ce qu'on appelle c'est les cellules de Burkitt. La LAL 3, c'est une infiltration par des cellules de Burkitt. OK? Donc, après le myélogramme qui nous permet de confirmer le diagnostic, on a recours à d'autres examens spécialisés comme les colorations cytochimiques, donc qui peuvent mettre en évidence les activités enzymatiques spécifiques des blasts. Ça nous permet de classer aussi la leucémie aiguë, d'accord? C'est une coloration cytochimique. Quand c'est positif comme ça, on est sûr que c'est une LAM. C'est la myéloperoxydase. L'immunophénotypage, donc je vous ai dit que c'est une technique qui se fait par cytométrie en flux. Donc, il va utiliser des marqueurs de surface ou intracytoplasmiques qui vont révéler des anticorps monoclonaux. Et ces anticorps, donc ils vont mettre en évidence les antigènes à la surface des cellules blastiques et ça nous permet de classer quel type de leucémie est. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Donc, après le myélogramme, ça vient après les colorations cytochimiques et l'immunophénotypage pour classer la leucémie. L'étude cytogénétique, donc, elle a un impact diagnostique et pronostic parce qu'on a certaines anomalies cytogénétiques qui sont de mauvais pronostics ou bien de bons pronostics. D'accord? La translocation 922, donc le chromosome Philadelphie, elle est de mauvais pronostics. La 821 ou bien l'inversion 16, c'est des anomalies cytogénétiques qui sont de bons pronostics. D'accord? Donc, elle a un intérêt diagnostique et parfois un intérêt pronostic. D'accord? La biologie moléculaire, c'est la même chose. C'est le complément de l'étude cytogénétique. Elle a un intérêt pronostic. OK? Ça, c'était pour le diagnostic d'une leucémie aiguë. Donc, les examens d'orientation, c'est l'hémogramme, le frottis sanguin, et vous confirmez avec le médulogramme. Ça, c'est très important. Et vous avez d'autres examens qui nous permettent, nous, en tant que spécialistes dans le domaine, pour classer cette maladie. D'accord? D'autres bilans, donc, on demande dans le cadre de recherche de complications, par exemple, le bilan d'hémostase. Ça fait partie des bilans qu'on demande systématiquement à la recherche d'une cellule. C'est très important. D'accord? On le fait systématiquement. Le bilan métabolique à la recherche du syndrome de Lys, on a déjà parlé. Donc, ça, c'est important. On recherche des troubles métaboliques qui sont en rapport avec le syndrome de Lys.
comme l'hyperuricémie, l'hypercalémie, l'hypocalcémie, l'hyperphosphorémie et l'insuffisance rénale. Donc tout ça, ça peut rentrer dans le cadre du syndrome de Lille. Les taux de LDH, ça reflète la forte masse tumorale. D'accord? La fonction lombaire, pardon, c'est à la recherche d'une localisation neuroméningée, ça c'est très important. Les sérologies virales, le bilan cardiovasculaire, le groupage sanguin phénotypé et le typage HLA du patient, ça fait partie des bilans pré-thérapeutiques. Donc, avant de transfuser, on demande systématiquement le groupage sanguin phénotypé. Le typage HLA, c'est quand le malade il est candidat à une allogreffe après chimiothérapie. Le bilan cardiovasculaire, c'est un bilan pré-thérapeutique. Parce que dans la chimiothérapie, il y a des drogues qui sont cardiotoxiques. D'accord? L'évolution et le traitement. Donc, il faut savoir une chose. En absence de tout traitement, la leucémie aiguë, elle est mortelle en quelques semaines par complications hémorragiques ou bien infectieuses. Donc, il peut décéder soit par une infection sévère et un choc septique, si vous traitez rapidement, ou bien par complications hémorragiques, surtout viscérales importantes. Donc, ce délai peut être nettement prolongé par un traitement symptomatique adéquat. Pour cette raison, que la première des choses, quand on fait le diagnostic d'une leucémie aiguë, on commence avec le traitement symptomatique, qui est les transfusions et la prévention et le traitement des infections. Quels sont les moyens thérapeutiques pour le traitement symptomatique? C'est très important pour nous. C'est quand on a une anémie, on transfuse des globulaires, le groupe isorésisté, ça c'est important. Pour lutter contre l'infection, c'est l'isolement du patient dans une chambre sous flux laminaire, alimentation stérile. En cas de fièvre, on fait une enquête bactériologique, hémoculture, téléthorax et CBU. On met une antibiothérapie à large spectre et après on adapte selon les résultats bactériologiques. On lutte contre le syndrome hémorragique par transfusion de culoplaquettaire et en cas de CIBD, on transfuse en PS. Donc ça, c'est pour vous, la transfusion de plaquettes. Parfois, on vous envoie des malades qui ont des thrombopénies sévères et qui nécessitent des soins dentaires. Par exemple, j'ai déjà envoyé, moi personnellement, des patients, un patient suivi chez moi pour aplasie médulaire idiopathique, car ça n'a rien à voir avec la leucémie aiguë, qui avait une dent à extraire, donc c'était une urgence, il fallait faire l'extraction dentaire. Il était à 20 000 de plaquettes, on a transfusé en plaquettes, on vous l'a envoyé. Et bien sûr, il fallait assurer de votre part une hémostase locale et ça s'est très bien passé. D'accord? Donc, quand il y a une thrombopénie sévère, on doit transfuser en plaquettes quand il y a nécessité de réaliser des soins dentaires. D'accord? Quand il y a une neutropénie, on met une prophylaxie par des antibiotiques. Ça, c'est important. D'accord? Quand ça peut attendre, c'est-à-dire on peut temporiser pour les soins dentaires, surtout quand le malade est sous chimiothérapie, il y a une aplasie sévère, on attend la sortie d'aplasie. Donc on met des antibiotiques, etc. en attendant. Mais par exemple, comme pour les aplasies médulaires, on sait très très bien que ça ne va pas se corriger. Donc là, on doit assurer les transfusions de plaquettes pour faire les soins dentaires. C'est pas comme la leucémie aiguë. La leucémie aiguë, on met un traitement, on aggrave l'aplasie médulaire, après on attend la remontée spontanée, c'est-à-dire le redémarrage de la moelle. Là, on peut attendre jusqu'à sortie d'aplasie et le malade peut faire ses soins dentaires. Il y a d'autres pathologies où on ne peut pas attendre. Le malade, il est en thrombopénie sévère, il ne va pas corriger, donc là, on doit transfuser en plaquettes et là, vous travaillez en collaboration avec nous, vous devez assurer une hémostase locale, donc vous avez les moyens pour les assurer. D'accord? On doit lutter contre le syndrome de Lys par une hyperhydratation. On met de l'allopurinol, donc qui va entraîner une diminution de l'acide urique. Les caïxalates quand on a une hypercalémie. Une épuration extra-rénale, c'est insuffisance rénale sévère. D'accord? Donc, dans les formes hyperleucocytaires, quand on a un taux de globules blancs qui est très élevé
Et quand on a une forte masse tumorale, on craint toujours le syndrome de lisse tumorale. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire une hyperhydratation intraveineuse et on doit donner de l'allopurinol et du thiaxalate qui a une hypercalémie avec une épuration extrarénale qui est insuffisance rénale. Si ça ne se corrige pas l'insuffisance rénale, ça peut aller même jusqu'à la dialyse. Le traitement spécifique, ça repose sur la chimiothérapie, bien sûr. Il y a plusieurs protocoles selon le type de la leucémie. Et il y a la greffe de cellules souches hématopoïétiques. C'est ce qu'on appelle allogreffe. C'est quand le malade il est en rémission complète dans certains types de leucémie aiguë. Ce n'est pas dans tous les types de leucémie aiguë qu'on fait la greffe de moelle. Mais il faut d'abord avoir une rémission complète, c'est-à-dire on met de la chimiothérapie et on attend la remontée. Donc, il va y avoir une aggravation de l'aplasie. On assure les transfusions, on attend le redémarrage de la moelle. Si la moelle, elle redémarre normale, elle sera nettoyée par les cellules blastiques, c'est ce qu'on appelle la rémission complète, c'est-à-dire disparition des blastes au niveau de la moelle osseuse, avec normalisation donc, de l'hémogramme et absence de syndrome tumoral s'il existait auparavant. Là, c'est ce qu'on appelle rémission complète, c'est-à-dire que la chimiothérapie a donné son effet. Donc, disparition de syndrome tumoral, normalisation de tout l'examen clinique, normalisation de l'hémogramme avec disparition des blastes de la moelle osseuse, c'est-à-dire moins de 5%. Là, on peut proposer les malades jeunes, il y a des limites d'âge pour l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, mais ça se fait dans les LAM, donc en dehors des formes de bon pronostic sur le plan cytogénétique, et ça se fait dans les LAM de mauvais pronostic. D'accord? L'essentiel, c'est que dans le traitement, on a le traitement symptomatique qui est primordial et on a la chimiothérapie. Donc, les principales complications de la chimiothérapie ou bien et de la greffe, c'est la mucite. La mucite orale, quand on met de la chimiothérapie, on peut avoir de la mucite. D'accord? C'est des effets secondaires de la chimiothérapie. Elle peut être donc une mucite sans qu'il y ait une greffe sur cette mucite d'infection fongique, comme elle peut être d'origine due à une atteinte fongique. D'accord? Donc, chaque fois qu'on a une mucite, on fait des prélèvements au niveau buccal et on recherche le candida ou bien d'autres germes. On peut avoir la sécheresse orale, hein, on peut avoir l'ostéoradionécrose, la réaction du greffon contre l'os et les infections opportunistes. La réaction du greffon contre l'os, c'est une complication qu'on peut avoir quand le malade est greffé. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir un rejet du greffon. D'accord? La greffe, elle se fait à partir d'un donneur HLA compatible dans la fratrie. D'accord? Donc, ça, c'est les complications de la greffe. Là, la mucite, même la mucite, c'est une complication de la chimiothérapie, pas forcément l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que la leucémie aiguë, elle survient à tout âge. Les manifestations bucco-dentaires, elles peuvent être révélatrices, donc il faut faire attention quand vous recevez les patients. Ça peut être un premier symptôme qui apparaît chez le malade. Le diagnostic est simple et repose sur la réalisation d'une simple FNS complétée par le myélogramme. Donc, il ne faut pas hésiter à demander une FNS. Le chirurgien dentiste doit être impliqué dans le diagnostic précoce de la leucémie aiguë car elle peut se présenter précocement au niveau oral, comme l'hypertrophie gingivale, etc. Risque de complications graves, elles mettent en jeu le pronostic vital immédiat. Les complications sont l'infection, l'hémorragie, la CIVD, la leucostase qui ont rapport avec l'hyperleucocytose majeure et le syndrome de Lise tumorale. D'accord? Donc, quand vous avez une hyperleucocytose à l'hémogramme, il faut toujours voir l'équilibre. Est-ce que c'est des polynucléaires neutrophiles? Est-ce que c'est autre chose?
Et vous allez demander toujours un avis spécialisé chez un hémato par la demande d'un produit sanguin pour voir c'est quoi cette hyperleucocytose. Est-ce que c'est des globules blancs normaux? Est-ce qu'il y a un équilibre est-ce qu'il y a un équilibre dans la lignée granuleuse ou bien il y a une infiltration par des cellules tumorales? D'accord? Donc, l'hyperleucocytose et toute anomalie à l'hémogramme demande toujours un complément d'exploration allant du frottis sanguin jusqu'au médulogramme. D'accord? Donc, ça, c'est très, très important. Est-ce que vous avez des questions?